RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, bienvenue, bonne semaine en notre compagnie et au risque de nous répéter, une excellente année, toujours avec les grosses têtes. Je vous rappelle ou je vous apprends que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Robert Hossein, qui s'installe au Théâtre de Paris avec 26 comédiens, une énigme jamais complètement résolue et un bureau de vote ouvert au public. Voici vos grosses têtes. Les homards qu'ils pêchent sentent généralement le Saint-Émilion. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Toréador du rire, il ne lui suffit pas d'avoir l'oreille du public, il veut aussi la queue des politiciens. Bernard Mabille. Bonjour. Il fait dire chaque matin des horreurs à Laurent Gérard. Éric Logérias. Bonjour. Il a su longtemps allier fantaisie et méthode. Sébastien Coé. Bonjour. Il a beaucoup ri, beaucoup pédalé, beaucoup ramé. Jacques Bellutin. Bonjour. Alors finissons-en s'il vous plaît avec les fêtes, ces réjouissances imposées par le calendrier. C'est fini, n'en parlons plus, sauf que il y a encore un dessin du New-Yorker publié dans le Figaro qui nous y rapporte. C'est des braves gens qui sont en train de fêter le Nouvel An. Et ils fêtent le Nouvel An avec ce qu'on appelle des cotillons, vous savez? Oui. Les langues de belle-mère, Oui, tout ça, oui. l'horreur absolue. Les chapeaux pointus. Alors justement, il y a un couple, le mari a un chapeau pointu, il a un faux nez, il est droit derrière son assiette et sa femme se penche vers lui et elle lui dit « Arrête de faire la gueule ou enlève ce chapeau ». Ça résume bien. Quand je faisais des dîners-spectacles, c'était l'horreur parce que je prenais des boules dans la tronche. avec les sabots, oui. Des serpentins. Et puis les bombes, les espèces de bombes qui t'envoient un espèce de jet de je sais pas quoi. J'ai trouvé un petit proverbe pour la fin d'année. C'est adieu 2009, l'année de la meuf. Bienvenue 2010, l'année du clitoris. Oui. Moi, c'est pas grave. Ça démarre l'année avec un peu de poésie, ça fait toujours du bien. J'attends avec enthousiasme 2011. Alors cette année de quoi 2011? De couler un bronze. D'accord, on a bien fait de passer sur 2010 d'abord. 2012, on se fait une binouse. L'année des partous. Exactement. Et puis alors, un acte civique qui s'impose, même si vous êtes en bonne santé, allez vous faire vacciner. Voilà. Ah bah oui, là maintenant il faut. Il faut éponger les surplus. Excellent. Ah oui. C'est une bonne acheteuse, Mme Bachelot. Vous avez vu les effets secondaires de la vaccination, c'est qu'on a 2 milliards de dettes maintenant. Si elle achète tout comme les vaccins, tu ouvres ses tiroirs, il y a 12 000 culottes. Cela dit, si le gouvernement était cohérent, il remplacerait Mme Bachelot par Bernard Debré. Hein? Évidemment. Oui, parce que lui, il a Il l'a vu... dit depuis le début. Dès le départ, il a dit. Alors nous regrettons, mais bon, il n'était pas question qu'on y aille parce que le déplacement coûtait trop cher à la maison, de ne pas inaugurer aujourd'hui la tour la plus haute du monde à Dubaï. Abu Dhabi. Oui. Il y a Monsieur Ben Laden qui se frotte les mains dans sa grotte. C'est plus facile pour Il vous. attend la deuxième. Quand tu habites au dernier étage, t'as pas intérêt à avoir oublié quelque chose. Alors, T'as pas intérêt à attendez, je l'ascenseur, voudrais vous surtout. signaler, cher Bernard Mabille, qu'il n'est pas question d'habiter au dernier étage, pas plus qu'à celui de notre tour Eiffel. Ah bon, pourquoi? Parce que la tour est tellement effilée sur les 30 derniers étages. qu'on ne passerait pas, nous. Il y a... Les meubles, oui. Il n'y a qu'un ascenseur qui peut y monter. Mais il n'y a visiblement pas de locaux. Alors, on a le choix pour expliquer cette réduction. On a le choix entre le manque de crédit
ou le manque de courage des ouvriers. Ah, c'est peut-être comme les pyramides, oui. Oui, alors c'était sensible déjà au sommet des pyramides. Mais vous voyez la pancarte, la concierge est dans l'escalier, elle reviendra dans un mois. L'ascenseur est en panne. Oh là là. Alors, on ne sait pas d'ailleurs s'il y aura des locataires, s'il y aura des propriétaires. Au prix où c'est les apparts, il y a des ils m'auront pas appartements. moi déjà. Ah oui, c'est mal parti. Et puis un mot des people, en ce début d'année, ils ont droit à toute notre compassion et en même temps à notre solidarité parce que si on en croit les photos publiées dans les magazines spécialisés et toujours en couleur, ils sont des nôtres. Ils font comme nous. Oui. Ce sont des gens d'une grande simplicité. Bien sûr. Là, j'ai par exemple sous les yeux Brad Pitt et Angelina Jolie qui ont décidé de réveillonner au fast-food. C'est Non. pas bien ça? Ah oui, mais c'est parce qu'il y a les enfants, c'est avec les enfants. Oui, alors Ça leur fait plaisir aux petits. ils ont une grande table et ils ont réduit les frais. Hein. Oui, il y a le clown McDo. Et Il puis y a le clown Valérie McDo. Pécresse qui est en train de tartiner de crème le dos de son mari. Ah bon? Elle s'est Au réveillée. fast-food. Elle va le bouffer? Non, ils sont à l'autre bout du monde. évidemment. Non, parce qu'en Île-de-France, Non. Ah bon, parce que c'est pas le propos. Et puis, alors Rihanna, ça vous dit quelque chose? Rien du Une tout. chanteuse, une chanteuse. Alors, une chanteuse. Qui avait été battue, qui avait fait des Mignonne. photos qui se Elle sont a été perdues. battue par qui? Par Alors- son ex-mari. Oh merde. Ouais. On la voit à la Barbade, mais bon, elle est bien rasée. Et alors, il y a une série de photos qui montrent à quel point elle nous ressemble dans les moments les moins glorieux de notre vie quotidienne. Elle fait Alors, pipi dans Elle est l'eau. au water? c'est pas loin. Elle pisse dans le lavabo. Non, Ah, elle est non, souple, alors. Non, ça reste convenable, mais c'est un peu crapoteux. Alors je vous explique, il y a 5 clichés. Alors premier cliché, elle est sur la plage en petit bikini, c'est assez joli. Deuxième cliché, elle se lève. Troisième cliché, elle a visiblement un morceau de son string qui lui est rentré là où il fallait pas. Ça arrive. Quatrième photo, elle essaie frénétiquement de retirer le petit bout du string. Ouais. Elle n'y arrive pas. Cinquième photo, on voudrait bien l'aider, mais on n'est pas là. Allez, je suis sympa aujourd'hui, je vous dis qui sont les grosses têtes. C'est Jean-Jacques Perroni, Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier, Éric Legérias et Philippe Bouvard. La statistique, 16 ans, 76. c'est naturellement celle de Jean-Jacques Perroni. Alors, cette année, pour le réveillon, 30% des dindes s'appelaient Britney et 40% des boudins blancs s'appelaient Loana. Elle va pas bien. Ça va pas aller mieux. C'est pas ça qui va l'arranger. Pas gentil. 10% des toréadors qui souffrent de la maladie de Parkinson ne survivent pas à leur premier combat. 80% des pochetrons racistes ne supportent pas d'être noirs. 15% des gens pensent que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, alors que 45% pensent que c'est à la queue devant les cabinets qu'on voit le constipé. Ça va. Ah non, mais ça commence bien, l'année commence bien. 10% des concombres mis en vente dans les supermarchés ont déjà servi. Il y a des connaisseuses, hein. Pour les élections régionales, 60% des électeurs de droite pensent que Nicolas Sarkozy sera comme sa femme Carla. Il aura des problèmes de voix. 20% des charcutiers qui fabriquent eux-mêmes leurs saucisses les testent d'abord sur leurs femmes. Et enfin, on va terminer dans la finesse, 95% des proctologues ne ramènent pas de travail le soir à la maison. C'est un beau boulot, proctologue. Hein. Merci, monsieur Perroni. Pas de quoi, monsieur Bouvard. Que de chiffres signifiants Bien sûr. on aurait ignoré sans vous. Et puis ça permet de dire un mot sur les proctologues, qui est un métier dont on parle trop rarement, je Oui, trouve. oui, Oui. C'est vrai, on en parle assez Nous peu en dans les avions émissions. reçu ici qui Oui. avait fait un livre très drôle d'ailleurs, avec beaucoup de distanciation. Un Il peu valait chiant, mieux quand même. d'ailleurs, hein. et qui nous avait expliqué comment il avait eu la vocation. vocation, parce que c'est Et quand c'était même. comment qu'il avait eu? Oh, ça a été un Comment il doigt avait de pas trouvé l'avoir. ça Il s'est dit, tiens, je connais pas cet endroit. Il l'avait trouvé par élimination.
Ah oui. C'est-à-dire. Non, parce que c'est quand même un métier bizarre. Il cherchait un petit coin pas trop éclairé. Parce que dès le matin, 8h, voir son premier client, lui dire allez, baissez Attends, le si pantalon, ton médecin est tournez-vous. ouvert à 8h, tu me donnes où il est. 9h. Oui, allez. Dire vous les tenez dans la main, vous les soulevez, je vois pas bien, puis je vais prendre une photo, ça servira pour mes Vous élèves. permettez que je termine ma tartine de Nutella? Bah non, c'est quand même un métier étrange. Ah ouais. Tenez, je vais vous le prendre en photo, je vais vous le montrer, que vous voyez quand même les dégâts. Le seigneur des anus. Et puis souvent, il voit pas que des gens en bonne santé, parce que c'est rare quand on est en très bonne santé d'y aller. T'y vas pas sinon. Alors, ce proctologue que nous avions eu, et qui, je vous l'avais dit, n'était pas du tout dénué d'humour, nous avait dit, quand il on en avait faut, hein. abordé l'aspect olfactif de son métier, que ce qui le dérangeait le plus, c'était l'odeur des pieds. Les pieds, oui, je me souviens. Hein, vous vous Ah souvenez oui, de ça? proctologue, oui, mais pédicure, j'aurais jamais pu. Ça, non, ça. Il avait des petits clients. Alors. Il y a un photographe écolo qui est presque proctologue. Oui. Yann Anus Bertrand. Les grosses têtes et l'actualité, Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier et Éric Legérias. La cerise sur le gâteau de l'actualité, elle vient de Chine et elle mérite un petit coup de clochette. Voilà, ça se passe à Pékin où les autorités chinoises, de plus en plus soucieuses de la moralité publique, viennent d'opérer des contrôles dans des magasins qui avaient de plus en plus de clientèle masculine. Et j'ai trouvé ça dans Le Monde, donc c'est un journal à la fois sérieux et un peu pudique. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit le Monde sous la plume de son correspondant à Pékin? Les autorités municipales de Pékin ont fermé un salon de thé qui n'était qu'une supérette de la fellation. Supérette de la fellation. Mais la pipe au thé, c'est bien connu. Ah oui, hein. oui, oui. Oui. Alors, la petite sœur Adalban la faisait. Je vous livre quand même cette expression qu'on n'avait jamais lue. Supérette de la fellation, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à exploiter? Oui, oui, il y a une idée. C'est quoi Il la est pipe- bon, mon lampe Souchon, prends-le bien en bouche. Je vais avoir l'air idiot, mais c'est quoi la pipotée? C'est la pipotée de Tu connais Monaco. pas Mais parce que t'es trop jeune. La bouche pleine de thé et zoup. Et elle te fait une gâterie avec du thé chaud, le plus chaud possible qu'elle peut tenir dans la bouche. Voilà. Et toi, tu tiens pas longtemps, je peux te le dire. Et après t'en as une deuxième, faut avoir du monde, faut connaître du monde. Elle a des glaçons, elle. Voilà. Elle fait effet au glaçon. Un coup à droite, un coup à gauche. Faut connaître du monde. Sinon, on appelle un pompier. À ce propos de supérette du sec, j'ai une blague. C'est un routier, il s'arrête dans un restaurant au bord de la route. Il regarde, alors plat du jour, 5 €, jambon beurre, 3 €, branlette, 10 €. Il appelle la serveuse, il fait: c'est vous qui faites la branlette? Oui, monsieur. Bon, bah, allez vous laver les mains, puis faites-moi un jambon beurre. Écoutez, on va pas faire la petite bouche parce qu'elle est à la fois morale, correcte et hygiénique. Ah oui. Bon. Alors, des nouvelles de Berlusconi. Qu'est-ce qu'il a fait durant sa convalescence dans sa villa? Eh bien, écoutez, il a écrit des chansons d'amour. Mais comme c'est beau. Ça va être son 3e disque de chansons d'amour. Je vais te niquer, je vais te niquer, je vais te niquer, je vais te niquer. Je vais te niquer, que sont pas chers les putas. À 50 000 livres, y en a plein la villa, que c'est beau. J'ai invité les copains chefs d'État pour niquer comme des rats. La puta n'est pas chère, oh là. Et elle est jeune. Elle est jeune, Elle est très jeune. très jeune, très belle. Et vous voyez François Fillon dans la même situation? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Lui, il est coureur, mais uniquement au En Mans, voiture. hein. En bagnole. Alors, ça sera un disque où l'amour tiendra la place essentielle. Et d'ailleurs, c'est le nouveau mot d'ordre du Cavalière, faire reculer la haine dont il a Pour été avancer victime l'amour. grâce à l'amour. Voilà. Bien sûr, avec du poil autour. Et puis, alors, le premier accident ministériel de scooter s'est produit hier. Oui. C'est notre ami Frédéric Mitterrand. Il est tombé. Il est tombé Sur quoi de scooter.
il n'avait pas de chauffeur. Il n'était pas en Vélib. Non, non, parce que ça aurait été plus écolo quand même. Ça aurait été plus écolo. Ça dépend où il va. Alors, il est depuis hier à l'hôpital Percy, mais vous me direz qu'Ariel Sharon est depuis 4 ans, jour pour jour, dans le coma. L'hôpital Percy, c'est celui qu'on met dans les narines sur les têtes de veau. Oui, ou alors que tu arroses. C'est ça. Quand on attend le communiqué de Nikos. Oui. Non, mais vous imaginez un ministre... Mais il revenait d'où? Qu'est-ce qu'il avait été faire? De Thaïlande. Mais il se déplace qu'en scooter. Il était en bas du quai d'Orsay, sur les voies sur berge, et zoup, basoir. Voie sur berge, c'est une contrepétrie. Hein. La suite des grosses têtes sur RTL. Et puis, Miss Paris, il n'y en aura plus jamais. Oui. C'est une contrepétrie, hein. Pisse Marie. Alors, il n'y aura plus donc de Miss Paris, parce que celle qui était titulaire de ce titre, enviée et enviable, était une cochonne. C'était, en tout cas, elle a été imprudente, on l'avait dit, elle a posé nue devant un petit copain qui a dû revendre ses photos. Mais elle était en costume régional. Il n'y a pas de costume régional à Paris. Les Alsaciennes, elles ont leur coiffe, les Bretonnes, dans le sud. Alors c'est vrai, elle avec ses poils. Elle avec ses poils, elle était de la rue Saint-Denis, elle était en costume régional. Mais non, c'était le poilu de l'Arc de Triomphe. C'est vrai que là-bas, dans le quartier, c'est comme ça qu'on s'habille. Mais bien sûr. Non, je peux vous dire qu'elle n'avait pas les jambes comme l'Arc de Triomphe et que maintenant son poilu n'est plus inconnu. Bon, en plus, c'est vrai que la photo est un peu sexe quand même. Hein. Et Madame Poirot a dit, mon mari m'a jamais demandé d'écarter les cuisses pour faire des photos. Le mec a bon goût. Je savais pas qu'on pouvait mettre la main là. Prudent. Madame Poirot, on lui a jamais proposé la botte, c'est ça son drame. Et puis, notre ami Philippe Labro fait son pronostic en matière de sécurité aérienne. En quelques lignes. Il dit on attend 2, 3, voire 4 heures avant d'embarquer. Un jour, plus tellement lointain, nous monterons nus dans des avions dont les membres d'équipage nous attacheront avec menottes à nos chaises percées. C'est un peu ça. C'est pas faux. Si on s'en tient aux nouvelles consignes, c'est également. Et vous allez voir avec les scanners qui arrivent, le temps qu'on va passer dans. On va être convoqué 5 heures avant de prendre l'avion. Les scanners, tu parles, il va y avoir la queue, si j'ose dire. Parce que les gars vont se rincer l'œil, les douaniers. Il y a des légendes qui vont tomber. Hein. Moi, je l'ai fait, le scanner. C'est étrange. Hein, c'est là que tu vas t'apercevoir que si Freddy était doublé. Mais quand on le passe, on se sent pas à l'aise, hein, parce qu'on sait pas ce que le gars voit exactement. Il y a un côté étrange là-dedans. Parce qu'il va au travers. Bientôt, coloscopie obligatoire. Monsieur, ça fait 2 fois que vous passez, c'est de la gourmandise. Oui, mais c'est peut-être de mec qui te fait dire, vous avez remarqué, vous êtes tuberculeux, vous le saviez ou pas? Merde. C'est intéressant. Madame, vous êtes enceinte, t'imagines? Il te fait une ordonnance. Vous savez, vous en avez une beaucoup plus basse que l'autre et qui est enflée. Pour la coloscopie, il faudra attendre que Jacques Chancel prenne l'avion. Notre invité surprise, c'est Henri Tizot. Asseyez-vous dans le fauteuil de dentiste, monsieur Tizot. Vous serez plus confortablement installé. Voilà. Avant tout, je m'en vais vous faire une confidence. Je suis heureux de me retrouver parmi les grosses têtes. C'est bien ma place avec Philippe Bouvard. Voilà. Oui, alors lâchez-nous un peu la banane et parlons quand même d'un livre dont le titre peut surprendre. Enfin, pas ceux qui vous connaissent et qui connaissent votre idée fixe. De Gaulle et moi, quelle aventure. Alors, est-ce qu'il n'est pas contradictoire que vous vous plaigniez de n'être connu que comme un imitateur et d'en remettre une couche avec les souvenirs d'imitation? Eh ben oui, c'est vrai, Philippe, parce que à une époque, ça m'agaçait, De Gaulle. J'ai toujours eu le contre-coup de Gaulle. Quand il est parti, en 69, il était à Colombey, mais moi, je restais à Paris. Les gens me disaient, alors, mon général, c'est le chômage? Ça les faisait rigoler, moi, ça me faisait pas rigoler. Hein. Cela dit, 69, c'est déjà loin. Hein. Eh oui. Mais, en fait, je suis rentré dans la peau du général, mais il a fini par avoir la mienne. Oui. Enfin, vous n'en êtes jamais sorti. Non, et jamais. On se demande si vous ne souffrez pas d'une forme de schizophrénie. Et ça pourrait s'approcher de ça. Mais maintenant, heureusement que je suis quand même équilibré, maintenant je suis très heureux de rappeler De Gaulle. La plupart de ses amis sont morts. Et moi, les gens m'adorent. Oh, mon général! Oh, le temps des copains! Oh! Alors finalement, je suis très heureux comme ça. Mais
Enfin, moins, attention, plus Philippe. on ira, moins il y aura de gens qui auront connu De Gaulle. Il ne restera plus que moi. Voilà, voilà. Mais... Alors, je me demande si ça n'est pas l'histoire d'une passion unilatérale que vous avez écrite, parce qu'à aucun moment, le général ne vous a donné signe de vie. Oh si, de nombreuses fois. Il m'avait fait téléphoner déjà. Un matin, ma secrétaire me dit l'Élysée au bout du fil. Ben non, qu'est-ce que c'est, monsieur Tricot? Oui, pas le dos. Mais j'étais le seul à savoir que je l'avais écrit. Donc, il me dit, vous avez bien écrit au général? Oui, mais il a eu votre lettre il y a 2 secondes. Oui, oui. Il m'a demandé de vous appeler. Oui. Ah bon, alors j'étais complètement couillon. J'ai dit, il va bien, embrassez-le bien demain. Il n'est pas trop fatigué. Enfin, j'étais ridicule. Oui, enfin, c'est pas un contact direct, hein. Ah, non, c'est vrai. Vous n'avez pas eu de même une ligne, et la seule pièce justificative d'une intimité qui reste à démontrer, c'est un facsimilé d'une carte de visite de Madame de Gaulle, qui est visiblement une circulaire. Non, c'est pas une circulaire. Et vous remerciant de vos bons voeux. Non, c'est la 8e année de l'anniversaire du général, et l'année d'après, elle était morte, on n'aurait pas pu me l'envoyer. Mais vous savez, Philippe, mon drame, puisque vous voulez le faire aller... Il y a un drame. C'est que je suis rentré dans la peau de De Gaulle, mais il a fini par avoir la mienne. Et actuellement, quand je vois l'Europe que De Gaulle voulait et l'Union européenne qui est devenue notre poison, alors là, vous voyez, je m'enflamme parce que j'ai envie de dégobiller sur ce projet. Alors, enfin, là, je suis malheureux de la France. Vous excédez un peu la mission du comique, mais en tant que citoyen, vous avez tout à fait le droit. Voilà. Comment êtes-vous passé de l'imitation de De Gaulle à l'imitation de Jésus-Christ ? Eh ben, je sais pas comment ça s'est fait. J'ai une passion pour les sauveurs. De Gaulle a sauvé la France et Jésus-Christ a sauvé l'humanité. Oui, chacun a eu sa croix. Voilà. Et moi, ma croix de Lorraine, je suis passé à la croix tout court. Oui. Mais... Vous avez toujours votre propriété? Ah non, j'habite à Paris maintenant. Comment elle s'appelait? Ah, elle s'appelait le Petit Colombet. Ah, oui, et alors, il s'est passé des choses extraordinaires là, parce que au Petit Colombet, près d'Étampes, j'avais voulu faire reconstruire une cheminée magnifique avec des carreaux de gien. Et quand De Gaulle est mort, on a commencé à photographier la boiserie, et j'ai dit, oh mince, ma cheminée. J'avais fait construire, autrement dit, le Petit Colombet imitait la boiserie. Oui, sauf que votre maison était beaucoup plus luxueuse et confortable que celle du général, hein, qui était très, très rustique. Hein. Oui, chez De Gaulle, c'était rustique, oui. Alors, voici donc, c'est attendrissant, même si ça sent un peu le réchauffé, De Gaulle et moi, quelle aventure d'Henri Tizot. Merci. Merci, Philippe. Salut à tous. Vive la France. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Voilà, comme chaque jour, je vais procéder à l'appel de notre petite classe. Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Sébastien Coé. Oui, bonjour et bonne année. Et Jacques Balutin. Bonjour. Présent. Et puis, notre invité d'honneur, dont la présence parmi nous réjouit toujours. Il rouvre le procès de Seznec, comme il l'avait fait pour celui de Louis XVI, c'est-à-dire un peu tard, pour que justice soit rendue. C'est Robert Hossein. Asseyez-vous, monsieur Hossein, dans ce siège de dentiste, parce que j'imagine qu'un petit contrôle dentaire gratuit, offert par la station, et pratiqué par des spécialistes n'ayant aucun diplôme et pas le moindre matériel, ne se refuse pas. Et puis un indicatif qui vous rappellera peut-être de bons souvenirs. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Elles sont là, les tenailles, hein. Elles sont là, mais rassurez-vous, elles resteront. Non, mais ça ne sert à rien, je n'ai plus de dents, ça va bien. Alors, vous n'avez plus de dents, et plus de dents contre personne non plus. Oh, il y a encore des gens qui vous... J'arrive à un âge, non. On peut être indigné à mon âge, mais on ne peut pas avoir commencer à juger ou n'importe quoi, non, ni moraliser, ni... non. Pourquoi alors que la grippe s'éloigne? Non, dites pas ça, j'ai attrapé
un rhume, le jour de mon anniversaire, c'était le 30 décembre. Et j'ai attrapé... Oui, attendez, la grippa, c'est pas le rhume. Pourquoi ne serrez-vous plus la main des gens? Pourquoi ne les embrassez-vous plus? Parce que, lorsque j'étais plus jeune, mon père m'a expliqué, par exemple, il avait les bananes au savon. Et puis... C'est pas sexuel, hein, Perroni. Oui, il ne serrait pas les gens qui avaient un peu le rhume ou la grippe. Oui. Et ensuite, lorsque vous lui offrez une cigarette, il l'allumait toujours par le bout du filtre. On lui disait attention. Non, il venait de le désinfecter. Ah oui. Et lorsqu'on allait au restaurant, il avait une petite bouteille d'alcool et il les passait sur... Il avait les couverts. Oui, oui. Vous le faites aussi? Non, mais je le pense. Ah bon, Parce que c'est un peu la même chose. Je ne serre de moins en moins les mains, je tape sur les épaules. Oui. Ça va, etc. Quand vous avez affaire à des gens comme moi, il faut se baisser, c'est fatigant. Non, mais je ne vais pas vous filer de patin parce que vous allez... Alors, qu'est-ce qui vous a incité à exhumer le procès Seznec, dont la justice venait de refuser la révision? 12 tentatives de réhabilitation. 12. La dernière en 2006. Et ce n'est pas passé à 3 voix. Pourquoi? Parce que le petit-fils de Seznec a passé 50 ans de sa vie à vouloir réhabiliter son grand-père. Et il n'y est pas parvenu. Est-ce que vous l'avez consulté avant de prendre la décision de monter cette pièce? Non seulement je l'ai consulté évidemment par politesse, mais je lui ai aussi demandé de ne pas intervenir du tout. Du tout. J'ai dit, il suffit que vous interveniez pour que vous disiez, ah bah oui, ça n'étonne pas, alors il va dire qu'il est innocent. Donc, comme c'est la dernière fois, s'il veut continuer, il doit aller à la Cour européenne. Et je lui ai simplement dit, je vais monter le procès tel qu'il a eu lieu en 1924 ou 25, et je tiens à vous avertir tout de suite que je ne suis pas là pour la réhabilitation. Je vais faire voir exactement ce qui s'est passé. Et c'est le public qui décidera. Et c'est tout le public qui va voter en recevant chacun. Est-ce que l'expérience de vos précédents procès avec vote du public avait montré qu'il avait un avis différent de celui des jurys d'assises? Total. Souvent. Mais là, c'est plus dramatique parce que, coupable ou innocent, tout le public donc va voter. À la fin du procès, il y a autant de témoins pour que de témoins contre. Et les auteurs sont ceux qui ont écrit le procès de Marie Bénard, qui était passé à la télé, qui ont gagné les prix. Dans le fond, vous avez été bien avant Ségolène, l'inventeur du spectacle participatif. Vous êtes sympa. Attendez, je vous ai pas tout dit. À la fin, quand toute la salle a voté... Crachez, il y a tout ce qu'il faut là sur le plateau. Et un petit bain de bouche, s'il vous plaît. Voilà, ça va mieux. Cracher, mais sur qui? Philippe, allez-y sur Philippe. Oh non. Reçu. Et alors, je voulais simplement dire que les gens votent, mais que tout à coup, sur l'écran, on voit les noms, j'ose pas vous les dire parce que je ne veux pas avoir de problème, qui ont exprimé leur sympathie pour Seznec. Oui, alors... Vous parliez de Ségolène Royal. Oui. Vous pourriez parler de Gaulle, de Chirac, de Jospin. Ils ont vraiment donné leur opinion? Écoutez, non. J'ai pas le droit de... Sur l'écran, vous allez voir défiler tous les noms célèbres et leur position, dont un ministre de la Justice, qui ont exprimé leur sympathie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est innocent, absolument pas. De Gaulle avait exprimé sa sympathie pour Seznec. Ah ben, il a fait mieux que ça. Il était condamné au bagne à perpétuité. Et au bout de 25 ans, il l'a gracié. Pour qu'il rentre. Et il est rentré? Non. Oui, et on fait un coup de théâtre à la fin qui devrait quand même laisser les gens, parce que si on n'apporte pas quelque chose non, bien sûr, de différent. Dites donc, il y a un grand avocat actuellement au barreau qui témoigne aussi, c'est Maître Lombard. Oui. Il plaide pour Seznec? Non, pas du tout. Il dit, je ne suis incapable de vous dire s'il est coupable ou innocent. J'ai le droit ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. J'ai le droit d'avoir une opinion, mais il parle, lui, de la justice et de la loi. Alors rappelons en 2 mots qu'il y a d'un côté Seznec, qui est pas très fortuné, qui vit un peu d'expédient, et de l'autre, il y a son meilleur ami, Monsieur Kemner, qui est un notable, et assez riche. Et que quand même, et ça a pesé dans la décision des jurés, Seznec avait un petit intérêt à ce que Kemner disparaisse.
Ils faisaient des affaires ensemble. Ah bah oui. Non, mais ne dites pas ça, parce que Seznec avait tout de même une position. Il avait eu 2 blanchisseries, il avait eu dans le bois aussi menuiserie, etc. Il était... Qu'est-ce qui blanchissait de l'argent? Non. À l'époque, ça n'existait pas encore. Ouais. Mais non. Écoutez, il avait le profil d'un coupable. Oui, il avait le profil, mais il y a autant de témoignages. Mais le fait qu'on n'ait pas retrouvé le corps ne prouve rien. Bah voilà. Non, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Oui. Mais on m'a averti tout de même, à la justice, que si je disais fait dire à quelqu'un des témoins quelque chose qu'ils n'ont pas dit, là je risque d'avoir des emmerdes. Alors ce qui fait qu'il y a autant de témoins pour que des témoins contre. Et puis le public, je m'excuse de vous regarder, monsieur là, c'est selon votre naissance, votre éducation, votre vie, vos choix, votre manière de penser. Le repas que vous avez pris précédemment, tout ça, ça compte. Hein. Évidemment. Alors ça m'amène d'ailleurs... Ça m'amène à vous soumettre la première citation envoyée par M. Fournier, qui a dit « L'humeur des juges n'entre pas dans le code pénal. » Un avocat? Alors, il était avocat de formation. À 2 formations. Il est mort. Il est mort. Il était écrivain. Et il a fait de la politique. Il fut écrivain et il fit surtout de la politique. Charles de Gaulle? Ah non, il était militaire, formation, t'es pas de conneries. François Mitterrand. François Mitterrand, bonne réponse de Péroni. Voilà. Et c'est la suite des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Jean-Jacques Perroni, Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier, Éric Logérias, et puis Philippe Bouvard reçoit Robert Hossein pour le spectacle L'affaire Seznec au Théâtre de Paris à partir du 26 janvier prochain. Un souvenir sonore qui vous concerne directement. C'était Jean-Claude Brialy, le cher Jean-Claude, qui avait évoqué le souvenir de Barbara, un souvenir dont vous n'étiez pas absent. Un jour, elle m'a dit « J'aimerais bien aller voir Jésus-Christ monté par Robert Hossein. » J'ai dit « Mais tu es juive ?»« Oui, je vais voir, je suis curieuse. » Bon, très bien. Alors, on a rendez-vous chez moi, j'habitais Place des Vosges à l'époque. Elle était déjà arrivée à l'heure parce qu'elle avait la maladie de l'heure. Elle avait enlevé ses chaussures qui lui faisaient mal et je vois un grand garçon, un bûcheron, un blond, comme ça, costaud, énorme. Elle me dit « Ah, tu connais Mimi, c'est mon chauffeur. C'est lui qui met des bûches dans la cheminée. » Bon, j'ai compris que c'était son fiancé de l'époque. Bon, très bien. Elle aimait beaucoup les beaux garçons. Elle avait des garçons d'une beauté incroyable. Et puis, on part voir le spectacle d'Hossein. Bon, c'était un très beau spectacle. Puis à l'entracte, Hossein avait eu l'idée folle de partager le pain quotidien. Alors, chacun avait une miche de pain. Et on nous donnait du pain. Il fallait le donner à sa copine, à son voisin. C'était assez spécial. Et alors, je donne le pain béni à Barbara. Elle me dit non, pas de pain, ça fait grossir. Alors, quand on lit la pièce, et ce sont les minutes du procès, en fait, qui ont été dramatisées, on se demande si le président du tribunal ne s'est pas comporté comme un procureur. Il n'était pas très impartial. Hein. Écoutez, il y a marqué sur les affiches « procès impitoyable ». C'était assez terrifiant. Ah oui. C'est un combat comme dans une arène. Hein. Comment le jury, dans une décision qui fit couler beaucoup d'encre et de salive, avait-il pu admettre le guet-apens et rejeter la préméditation? À l'époque, les juges n'étaient pas avec eux. Ils ont commis une erreur. Et tout de même, l'avocat a dit « Mais c'est pas possible. S'il y a un guet-apens, c'est qu'il est prémédité. » Or, retournez voter. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, le jury délibère avec le président. Absolument. Oui. C'était pas le cas à l'époque. Non, et c'était non seulement le cas, et ils reviennent, eh ben vous avez échappé à car on avait demandé la peine de mort, vous avez échappé à la peine de mort à cause de ça, mais vous avez quand même le bagne à perpétuité. Alors, il y a des déclarations, il y a celle de Raymond Barre, quand est-ce que vous l'aviez enregistrée, ça? C'est une déclaration ancienne que vous avez reprise? De Maître Lombard. De Raymond Barre. À Raymond Barre. Oui. Celle de Raymond Barre, ça fait partie des gens qui s'étaient exprimés en leur temps. En leur temps. Voilà. Et il y a une chose extraordinaire, il faut quand même, comme je vous la dise, tout le procès
et toutes les minutes brûle à Rennes. Il y a eu un incendie à Rennes, au palais de justice, plus une trace. Il y avait des doubles quand même. Et oui, il y a un avocat, je me permets même de dire son nom, Maître Baudelot, qui avait conservé, et qui était de Rennes, etc., conservé des archives, et nous sommes allés, mais les 2 journalistes qui ont travaillé avec nous sont venus chercher les archives, ils ont mis 1 an, et reconstitué exactement le procès, ce qui nous intéressait. Et pour ne pas être pris et suspect, pour et contre, exactement autant de voix pour les pour ou pour les contre. Alors, ce qui a peut-être coûté cher à Seznec, c'est le fait qu'il devait être défendu par un ténor du barreau, maître de Moreau Giaferi, qui, au dernier moment, est devenu ministre, ce qui l'a empêché de plaider. Nommé secrétaire d'État, il envoie un de ses disciples, fougueux, passionné, merveilleux, émouvant, qui se bat comme il n'est pas permis, en face de requins effrayants, qui balancent, etc. Et ça, écoutez, c'est des joutes. Et c'est pour ça que le public, c'est passionnant. Et vous avez un journaliste qui, après chaque audience, fait le point avec le public en disant, attention, vous avez vu ça, vous avez remarqué. Et puis après, les gens vont voter dans des urnes. Comment vous comptez les bulletins? Très facile, je vais vous le faire voir. Il y a 2 urnes. 2 urnes. Ils reçoivent 2 jetons, blanc et noir, coupable, innocent, avec un dessin. Un des 2, ils le gardent en souvenir pour eux, et ils mettent dans coupable ou dans innocent le jeton selon leur conscience. Oui, mais le comptage, ça compte. Attendez, ça reste anonyme. Et puis ensuite, les policiers... C'est très long de compter les... Non, ils comptent pas, on compte pas. Il y a 2000... Non. On pèse. Oui. Les gendarmes prennent chacun une des urnes, la posent sous une grande balance, et là, il se passe un coup de théâtre fabuleux. Je vais me faire revenir des fantômes, et tout à coup, le journaliste s'approche et dit au public, vous avez tous voté. Et c'est seulement maintenant que vous allez apprendre ce qui s'est réellement passé. Ils l'apprennent. Et on appuie sur la balance. Et coupable ou non coupable... Il risque pas d'y avoir 2 votes qui s'équilibrent totalement. On n'est pas encore, si, monsieur. Peut-être y avoir des gens qui viennent avec des jetons dans les chaussettes ou des trucs comme ça, comme à Perpignan. À 17h, les infos présentées par Odile Pouget, et on retrouve Philippe Bouvard et ses grosses têtes en compagnie aujourd'hui de Robert Hossein qui nous parle de son prochain spectacle au Théâtre de Paris à partir du 26 janvier prochain, l'affaire Seznec. Alors, un peu de sexe pour commencer l'année. Oui, en beauté. Oui. En beauté. C'est la première fois qu'il la sort, sa clochette. Attention, il fait froid, Philippe. Il a le grelot en forme, oui. Quand même. Pour un... Oui, mais faites gaffe, vous allez avoir les clochettes toutes bleues avec le froid qu'il fait. Alors ça, c'est une étude que les chercheurs américains ont fait. Alors là aussi, je voudrais signaler que nos chercheurs à nous, ils font pas grand-chose. Non, ils trouvent pas. Chaque fois qu'il arrive quelque chose d'intéressant, c'est à l'étranger. Oui. Alors souvent là, en Caroline du Il Sud. y en a beaucoup qui sont partis là-bas aussi. Hein. Oui. Oui, mais ils sont pas d'origine française. Non. Ils sont d'origine martienne parce que pour faire des recherches sur l'efficacité de l'odeur de la sueur dans la libido des femmes, il paraît. Il fallait quand même. Oui. Ah oui. Il y a des mecs qui ont des bons petits boulots quand même. Hein. Germaine, tu sens le furet, ça m'excite. Bah oui. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. L'homme doit sentir un peu la transpiration. Il faut être un peu dégueu. Alors, la femme, qui est beaucoup plus fine que nous. Oh là. On peut Ça le dire, dépend d'où. puisque momentanément, il n'y en a pas parmi nous aujourd'hui. La femme sent, si l'homme la désire, rien que à l'odeur qu'il émet. Oui. D'où d'ailleurs son leitmotiv est ta sueur. Oui. Mais c'est pour ça que. Oh, dis donc, 2010 commence bien. Ah oui, c'est fort. C'est pour ça que les chiens ils se reniflent le cul, savoir s'ils peuvent y aller. Oui, mais enfin. Tu ne dois pas faire ça quand même. Pourquoi pas? Enfin, non, pas maintenant, il fait froid. Ça serait bien. Il y a 2 types de sueur. La sueur normale, qui trahit l'effort, de moins en moins d'ailleurs, et la sueur sexuelle qui, elle, atteste le désir. Ah bon. Voilà. Donc il faut la faire monter derrière soi dans l'escalier pour qu'elle sente. Et celle qui vous éloigne, on va peut-être pas arriver jusqu'en haut. Et celle qui vous éloigne, la bonne sueur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le sportif préféré des Français et des Françaises est Sébastien Chabal.
Alors, qui doit avoir une forte odeur naturelle, mais qui est pondérée par la marque de parfum pour laquelle il a vendu son image. Oh, et il fait du vin rouge aussi. Je me suis aperçu de ça au supermarché l'autre jour. Il y a un vin rouge du Sud-Ouest, Sébastien Chabal. Il fait tout, il fait des fringues. Il fait des fringues, il fait tout. Il fera les nouilles qui restent dans la barbe. Il a raison d'en profiter pendant que ça marche. Absolument. Qui connaîtra Chabal dans 10 ans? Faudra peut-être qu'un jour il joue au rugby aussi, non? Il n'arrête pas de marquer en ce moment. Il fait des cartons d'enfer. Son club est tête de série. Le Racing. Il joue où maintenant? Au Racing. Racing Paris. Roselyne Bachelot, qui en est follement amoureuse, avait voulu le vacciner elle-même. Oui. Il n'a pas voulu. Il a pas voulu. Il faut un fusil hypodermique, là. Et puis du nouveau dans la vie de couple. D'abord, un autre dessin du New-Yorker sur ces émissions de télé-réalité, vous savez, où on se penche, même où on essaie d'infléchir la vie privée des gens. Alors, il y a un énorme plateau, il y a beaucoup de public, il y a des caméras de télévision et un type qui est l'invité principal. Et à côté de lui, il y a l'animateur qui écarte le rideau et qui dit... Et maintenant, George Pembroke, c'est le nom de l'invité. Et maintenant, George Pembroke, voici votre femme que vous n'avez pas vue depuis 18 ans. Quelle a été la réaction du mec? Infarctus. Il a dû partir. C'est un mauvais coup, quoi. Alors, le harcèlement moral va être désormais admis dans le couple. Jusqu'ici, il y avait la brutalité, il y avait le harcèlement sexuel. Le meilleur. Alors là, vous dites le ménage est mal fait, la vaisselle est en retard, harcèlement moral. On dirait que vous habitez chez moi, vous. La mienne va en prendre pour 30 ans. Ah ouais. Et donc, une femme peut parfaitement, sinon demander le divorce, au moins déposer c'est la plainte. femme, mais attendez, pas l'homme qui peut demander le divorce parce Alors, que le ménage est mal on fait. a déjà fait une étude, il semblerait que 10% seulement des hommes souffrent du harcèlement moral. Il faut pouvoir le prouver, ça. Harcèlement sexuel, c'est pareil. Moi, je ne souffre pas du Un huissier qui va être là chez vous. Un huissier qui vient à l'improviste. Ça fait 3 fois que vous lui dites que la vaisselle est mal faite. C'est du harcèlement, monsieur. Alors, heureusement, il y a sur la femme moderne et le couple moderne l'avis d'un grand connaisseur de l'éternel féminin. Benoît XVI. C'est Benoît XVI. Vous avez mis le doigt dessus, allez vous laver les mains. Alors, il a dit des choses, enfin, il a rappelé, parce que ça, tout le monde le savait. Dieu créa la femme à partir d'une côte d'Adam, et non pas, par exemple, à partir de sa tête, afin qu'elle ne soit ni une dominatrice, ni une esclave, ni sa compagne. Ni sa compagne Mais sa compagne. S'il avait fabriqué la femme à partir d'une côte du Rhône, ça aurait été une poivrotte. Ah oui, c'est vrai. Dieu n'a rien fait au hasard. Hein. Oh là. Il n'y a qu'à vous regarder. De quoi il se mêle, le pape, là? Mais c'est parce qu'il veut rétablir le couple. Parce que ça part en couille, je te signale. Il pourrait nous montrer l'exemple. Ils n'arrêtent pas de divorcer, les mecs. Donc, la femme ne doit pas être votre esclave, mais elle ne doit pas non plus être votre dominatrice. Ah non, sauf si vous aimez ça. Philippe Bouvard et les grosses têtes. Jusqu'à 18h, ça vous le saviez. Jean-Jacques Perroni, Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier et Éric Legérias sont les grosses têtes. Donc, et puis leur invité d'honneur Robert Hossein pour le spectacle L'affaire Seznec. Alors, qu'est-ce que vous connaissiez, vous, les uns et les autres, de l'affaire Seznec? Balutin. Son petit-fils qui se bat depuis qu'on a revu il n'y a pas très longtemps. Remarquable combat, mais moi je lui ai dit surtout pas dans mon spectacle ni dans mon procès à moi, parce que ça, c'est déjà sous influence. Alors si vous demandez aux autres de voter, c'est pas la peine de... Et il a été extraordinaire, il m'a écrit une lettre, comme quoi il me laissait totalement la liberté. Vous aviez entendu parler de cette affaire? Oui, quand même, mais moi j'ai vu les affiches, parce que ce qui est bien avec Robert Hossein, c'est qu'on se demande à chaque fois ce qu'il va y avoir de plus fort. Et c'est Zorro au départ. Avec le chapeau. Zorro par Robert Hossein. Non, mais voilà, et quand j'ai vu ça, je me suis dit comment encore faire plus fort qu'à l'époque de Jésus, etc., tout ce que vous aviez monté.
Et je vais être un des premiers, je pense, à aller le voir. Parce que j'ai très envie de voir ce que ça peut donner sur scène. Arrêtez de dire qu'il y a un coup de théâtre, parce qu'à force de parler du coup de théâtre, on a envie de savoir maintenant. Ah bah non, ne dites pas. Ah bah non, on dit rien. De toute façon, ce sera après que vous ayez voté. Alors. Ouais. Hello, Gérias. Moi, je remarque que Robert Hossein fait encore mieux que d'habitude, parce que Michel Leb, il fait 12 hommes en colère, et Robert Hossein, il fait 16 mecs. Oui. C'est mieux. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Et dans le même théâtre. Et dans le même théâtre. Non, moi je me souviens du film. Il y a eu le film formidable. Non, mais demain, vous savez qu'il y a la captation. Oui, en direct sur France 2. Des 12 hommes en colère. Oui, en direct. Alors que nous, c'est toute la salle qui peut être en colère. Ou alors s'embrasser ou se taper dessus, j'en sais. Une question de spectateur à 10 €, bien que j'ai dépassé l'âge. Est-ce que le public se montre plus clément le dimanche en matinée? Parce qu'on dit toujours que c'est un public très différent. Il est totalement différent, mais je continue à insister là-dessus. Tout dépend du public. Oui, du parcours du public. Ouais. Vous l'avez déjà joué ou en province ou pas? Non? C'est une création? Non, jamais. Donc vous ne connaissez pas encore aucun des votes? Ah mais absolument, mais complètement à côté de... Et c'est surtout à cause de ça que j'ai dit aussi... En plus, l'expression des votes, vous l'aimez bien, hein? Parce que votre vie est très dévote, finalement, aujourd'hui. C'est vrai. Hein? Oui. C'est vrai? Je dis de Dieu que j'y crois tellement qu'il finira bien par exister, alors... Tout à l'heure, vous avez béni les croissants de RTL avant qu'on les mange. C'est vrai, pour être sûr qu'ils n'étaient pas en pause. Oui. Alors, monsieur Mabille, vous, l'affaire Seznec, quand même... Moi, j'ai suivi au travers du petit-fils qui a consacré sa vie à réhabiliter le grand-père. J'ai lu les bouquins, j'ai même rencontré le petit-fils. Alors, elle remonte à quelle année? Cette affaire? Oui. Au 24... moi, je vous parle du procès. Hein. Oui. Il est resté 1 an en tôle avant de le procès. Ça a été relativement vite, d'ailleurs. Hein. Et le procès a eu lieu... en quelle année? En 25. En 25. Bon, quelle 24, familiarité, 24, la mémoire vivante des grosses têtes, celle de Jean-Jacques Perroni, peut-elle avoir avec un événement aussi lointain? Moi, je me souviens du film, et c'est le rôle de Kemner était tenu par Jean-Yann. Oui. Ah oui. Je cherchais, je me rappelle plus qui tenait le rôle de Seznec. C'est le film de Boisset. Malavoie. Voilà. Cela dit, là, on racontait la vie. Oui. C'est-à-dire avec ce qu'il pouvait y avoir de romantique ou pas romantique, etc. Alors que là, une fois assis, pendant 1h30, on essaie de vous clouer sur la chaise pour exactement voir coupable, non coupable, et les témoins sont dans la salle. Et des fois, ça gueule de la salle, ça. Et bien, les juges sont pas faciles. Hein. Les grosses têtes et Philippe Bouvard accueillent aujourd'hui Robert Hossein. Alors, vous avez la possibilité de passer un coup de fil, de préférence à un ami, parce qu'aux autres, on n'a pas grand-chose à dire, puis ils ne vous prennent pas au téléphone. Et vous avez choisi Alain Decaux. Bonjour Alain Decaux. Bonjour. Est-ce que vous n'en voulez pas, Robert Hossein, de ne pas avoir fait appel à vous pour ce spectacle? Eh bien, mais non, je ne lui en veux pas du tout. C'est lui qui pourrait m'en vouloir, parce que j'écris un livre en ce moment depuis des mois, qui va se terminer, j'espère, bientôt, et je ne pouvais absolument pas. Je suis toujours disponible autrement pour Robert. On ne peut pas être plus serviable, plus gentil. Mais je le suis. C'est plus urgent d'écrire un livre sur la vie de Dumas de la part d'Alain, qui est un historien magnifique. Et un grand ami de Dumas, hein. Je l'adore depuis mon enfant. J'ai lu Le Comte de Monte Cristo à 10 ans. Cette Mireille Dumas, elle est formidable. Quelle longévité. Mais vous verrez aussi, cher Alain Decaux, vous verrez aussi cette pièce avec l'œil de l'historien. Ah, alors l'historien dira ce qu'il croit. Je voterai, j'irai voter parce que je trouve que le système des votes est très bien. On l'avait inauguré pour le Courrier de Lyon. Ça avait très bien marché. Et les gens votaient à tout à la Raymond. Et on l'a fait aussi pour Marie-Antoinette. Il y avait tous les soirs 200 condamnations à mort sur une salle de 4000 places. Et alors, je ne sais plus quel magazine s'était demandé qui vote la mort au Palais des Sports. Eh bien, le soir de Noël, cher Alain, je suis navré, mais la comédienne magnifique qui le jouait, Caroline Siol, que j'ai été condamnée à mort le soir du réveillon. Et elle est tombée évanouie sur scène. Il en fallait une dinde.
Mais c'était dans son spectacle où elle est seule. Hein? Elle s'est vraiment évanouie. Elle a eu plusieurs condamnations pour la prison. C'est l'exil qui était le maximum, jamais acquitté. La prison, des fois, assez fréquemment encore. Et le soir du réveillon, on déclare majorité condamnée à mort. Je jure, elle est tombée évanouie sur scène. Et alors, c'était d'autant plus difficile qu'il fallait la soulever et la mettre sur la guillotte. Puis attendez, elle s'était trouvée mal alors que la critique l'avait trouvée très bien. Très bien, mais elle est toujours très bien. Ouais. Elle était remarquable. Est-ce qu'elle va jouer Madame Seznec? Non, Madame... Non, je plaisante, Robert. Non, mais nous avons une comédienne pour témoigner. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que ça va être un peu rude, parce que les témoins sont assis dans la salle. Oui. Eh oui. Ah oui, comme... Ah, il faut pas dire ça, il faut pas l'annoncer, ça va être une surprise. On les appelle. Oui. Il y a un coup de théâtre à la fin, non? Oui. Oui, mais on ne saura pas ce que c'est. On va bien finir par le savoir. Oui, voilà. Est-ce que dans la réalité, dans les rangs pour vendre quelque chose. Robert Hossein et Alain Decaux, est-ce que dans la réalité, les témoins d'un procès d'assises sont dans la salle avant de témoigner? Non, ils entrent successivement. Oui. Mais c'est pas grave. Ils entrent successivement et ensuite... Ils peuvent rester dans la salle. Naturellement, ils restent dans la c'est ce salle, qu'on fait, absolument. Ils viennent et on les... Ah, ils ne sont pas dans la salle au début. Au départ. Ah non. Une fois qu'ils ont témoigné... S'ils veulent être dans la salle, il faudra qu'ils payent 10 €. Oui, mais des fois, ils s'engueulent. Oui. En étant dans la salle, ils peuvent se lever, s'engueuler et gueuler après le... Et qu'est-ce qui interprète Seznec? Un comédien, et je te donne ma parole d'honneur, qui en a exactement le physique, en dehors du talent, c'est Monsieur Carrois. Ah oui, Philippe Carrois. Oui, exactement. Très bon. Et alors, je vais vous dire une chose, vous ne me croirez pas. Ce Monsieur Carrois, lorsqu'il avait 20 ans, 25 ans, faisait le Christ dans Un homme nommé Jésus, qu'on avait monté. Ah, dis donc. Ça, on pouvait pas le... Ça. Et aujourd'hui, on l'a habillé, etc. Et même le petit-fils a dit, mais... C'est exactement... C'est papy, il a dit. Ouais. Je dirais, Philippe, que notre Jésus, que nous avons remonté 3 fois, pas tellement il y avait de public, eh bien notre Jésus a été le plus gros succès de nos 15 ans ou même 25 ans de collaboration. On s'est même demandé pourquoi vous arrêtiez le spectacle. C'est parce que la salle n'était plus disponible, hein? Oui, on a arrêté fatalement ces grandes salles. On a fait tout de même 800 000 entrées. Oui, il y avait le spectacle sur glace qui nous suivait. Ah oui, Holiday on Ice. Voilà. Ça aurait été bien Jésus dans Holiday on Ice. Jésus on Ice. Mais attendez, puisqu'on est là, on peut plaisanter. Il marchait déjà sur l'eau. Saint-Pierre, et le Christ se promène dans la nature. Il y a un lac magnifique et Saint-Pierre demande au Christ, à Jésus, est-ce que je peux prendre un bain? Il fait un soleil admirable, les oiseaux. Vous permettez, Seigneur? Il se déshabille, se jette dans l'eau, nage, s'ébroue, et le Christ, ému et touché, le rejoint en marchant évidemment sur l'eau. Oui. Et il lui dit, Pierre, ah, Seigneur, vous avez tort, elle est bonne. Ah voilà, bravo. Voilà, merci Alain Decaux d'avoir témoigné en faveur de Robert Hossein. On n'en attendait pas moins. Mais on a une amitié maintenant qui a plus d'un demi-siècle. Non mais il faut qu'on se dépêche. Hein. Ah oui, on y va. Parce qu'en toute chose, il faut considérer la fin quand même. Je t'embrasse, Robert. On est de passage. Oui. Et je vous embrasse, Philippe. Et moi aussi, Alain. Au revoir. Bonne année, au revoir. Et le prochain enregistrement des Grosses Têtes, c'est mercredi à 9h30 au grand studio de RTL. Les invités d'honneur de Philippe Bouvard seront Frédéric Zetoun pour son livre Si les chansons m'étaient comptées et Marc Lambron pour son livre Théorie du chiffon. Donc rendez-vous mercredi à 9h30 au grand studio de RTL, 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Question de Madame Laurette de Bourg-en-Bresse qui a dit « Plus j'avance en âge, plus les jeunes m'exhortent à rester jeune ». C'est magnifique. Et c'est une de vos idoles, mon cher Robert. J'ai honte. C'est une femme? Non. C'est un homme, donc. Oui, mais enfin, si on regarde si on regarde le bas de son vêtement, on peut s'y tromper. Ah, c'est Jean 23. L'abbé Pierre. C'est un pape. Un curé? Oui. Oui, c'est un pape. C'est Jean-Paul II. Eh ben oui, c'est Jean-Paul II. Ah oui, alors écoutez, bonne réponse de Mabille.
C'est pas votre idole, Jean-Paul II? Ça fait partie de mes idoles. Oui. Alors bon, le fait que... Puis je l'ai rencontré d'une manière tellement hallucinante que quand on avait joué Un homme nommé Jésus, Monseigneur Lustiger lui a dit. Et il a dit, je l'invite à venir, on avait gagné le prix Romano Observatore Roma. Voilà, bravo. Et on est arrivé là-bas, et j'ai dit que j'y allais qu'à la condition qu'on emmène mes apôtres. Et on a invité les 12 apôtres, et on s'est tous retrouvés. Et comme je baragouinais un peu le russe, donc j'ai parlé avec lui dans cette langue, et j'ai trouvé un homme. Alors on veut toujours dire, il était gai, il était optimiste, il était très bon, oui, mais il était très douloureux aussi. Et j'ai trouvé merveilleux. Il avait quelque chose de rare. C'est ce qu'il éprouvait pour les autres. Cet amour, absolument. Il croyait qu'il y aurait un miracle. Prise de conscience. Benoît, vous l'aimez moins, Benoît? Oh, c'est pas que j'ai pas aimé ou pas aimé. Parce que là, l'idée de canoniser... Pie XII. Pie XII, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hein? Je sais pas, il s'est passé certainement des choses... qu'on ignore. Oui, qu'on ignore. Moi, je me permets pas de discuter de ça, mais le contact que j'ai eu avec Jean-Paul II était comme celui... On n'est jamais débarrassé de son enfance. Mais lui en a parlé longtemps, il disait « Ah, Robert Hossein, oui. » Très longtemps. Il paraît que 80% des cyclistes sont pour la canonisation de Pie XII. Raison. Question de Madame Léger de Reims. Pour les policiers, que sont les 4 S? Pour les policiers, les 4 S. Sécurité. Non. Sa santé. Non. Les policiers. Pensez aux policiers et aux policiers scientifiques. Salive. Alors, la salive. Le sang. Sperme. Le sang. Le sperme. Le sperme. Et le sérum. Non. Une petite suze vers 17 Et nous heures. en parlions tout à l'heure. La sueur. La sueur. Eh ben voilà, bonne réponse collégiale. Les 4 S sont la sueur, le sang, la salive et le sperme. Voilà. Alors si vous faites un mauvais coup, essuyez-vous bien partout. Bon, c'est un conseil au passage. Hein. Le rêve de Jacques Martin, est-ce que vous le saviez? Nous l'avait confié ici, c'était de jouer dans Les Misérables que vous aviez mis en scène. Je ne peux pas, si vous voulez, c'est pas personnel, moi il ne m'a jamais engagé, mais bon, il est très bien, très bien, Robert. Ça lui fait quel âge? J'ai voulu le monter, moi, j'ai auditionné plein de petites filles pour jouer Cosette. Il y en a très peu qui maintenant se laissent approcher près de la fontaine. Bonjour ma petite fille, je suis Jean Valjean, hein. Viens mon petit bijou, tiens, prends un cachou. Hein. Viens ma petite fille, viens, hein, viens. Alors, les Thénardier, c'est pas tes vrais parents? Non. Viens ma petite fille, donne-moi ton sou, là, voilà, tiens. Oh, puis t'as pas de culotte, tu dois avoir froid, ma petite fille. Regardez tous ces petits mollets bleus, je vais les frotter, viens. Bonjour, monsieur Javert. J'ai ma carte. Jean-Jacques Perroni, sans transition. Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier, Éric Logérias et puis Philippe Bouvard reçoivent Robert Hossein aujourd'hui dans Les Grosses Têtes. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire baptiser à l'âge de 40 ans? Comment le savez-vous? Il sait tout, Philippe Fourré, quoi. J'ai vu l'église où vous avez été baptisé. Je vais vous dire pourquoi. Et le bénitier à l'époque n'a pas enfin, pas le bénitier, le baptistère n'a pas supporté votre poids, car à 40 ans, vous excédiez les dimensions normales d'un bébé. Ou un jacuzzi. Ah non, il m'a filé un peu d'eau sur la tête, ça n'a rien à voir. Ah, il vous a pas assis dans le... En même temps que mon fils. Dans les fonds baptismaux. Non. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'étais jeune, je rends grâce à ma mère et à mon père, qui ne possédant rien, m'avait déjà dit 2 phrases. La première, mon père disait toujours « Je suis né pauvre, avec une cervelle de riche, il vaut mieux ça que le contraire. » Bravo. Ensuite, il disait « C'est la première cinquantaine la plus dure, tu verras, mais après ça va mieux. » Pourquoi? Parce qu'on s'habitue, alors tu fais gaffe de ne pas t'habituer. Et puis, comme ils n'avaient pas un rond, ils m'ont mis en pension. Meudon, Chatou, Clamart, Versailles, Courcelles. Et quand ils ne pouvaient pas payer
les pensions, souvent russes, les pensionnats russes, des faits ouverts par des émigrés, ils me changeaient de pension. Et c'est là que j'ai fait la découverte de beaucoup de religions. Et mon père disait toujours, il choisira lui-même. Ouais. On va pas qu'il se démerde. Quand on vous dit ça, on choisit pas ou on choisit très tard. C'est ce qui vous est arrivé. Et très tard, j'étais copain avec le père Langer, qui était l'aumônier des artistes. Voilà. Il m'a dit, qu'est-ce que ça te coûte avec ton fils? Trempe-toi un coup. Et je me suis trompé. Je lui ai même dit, je perds la foi. Il me dit, mais non, ça passe, ça. Etc. Et puis, voilà, c'était une formalité à remplir, mais je suis respectueux, et je le prouverai si Dieu m'aide, de toutes les religions, de toutes les races, votre famille donne un bel exemple d'œcuménisme, hein? Vos fils, ils sont de quelle religion? Ah non, mes fils ont été tous baptisés, mais il y en a qui ont choisi, il y en a un qui a choisi, enfin maintenant il a 30 ou 40 ans, ou je ne sais, il y en a un qui a choisi d'être bouddhiste, oui. Un autre a choisi l'islam. C'est ce que j'appelle l'œcuménisme. Orthodoxe. Ah bah oui, alors attendez, comme famille catholique, on fait mieux, non? C'est catholique ouvert. Je peux vous dire quelque chose? Si vous croyez en Dieu, ou si vous n'y croyez pas, je connais des gens qui n'y croient pas et qui sont déjà dans ses bras s'il existe. Et je connais des croyants qui n'y seront pas, parce que ça dépend aussi de la manière dont on assume sa foi. Eh bien, ce qui est important, c'est pas de savoir si on croit. Je suis certain, ce qui est important, si quelque chose ou quelqu'un existe, s'il croit en nous. Et on est mal barré en ce moment. Merci mon père, merci. Et merci à vous. Si on vous avait proposé, et pourquoi pas, parce que la société civile aujourd'hui est extrêmement sollicitée, d'entrer au gouvernement, quel ministère auriez-vous choisi? J'aurais choisi fatalement la culture ou l'éduc, quoi. Ou bien les pauvres, la misère. Être ministre de la misère. Ah, parce que vous connaissez le ministère, vous? Non, mais il reste à inventer. Ah vite. Et vous auriez fait il y a un haut commissaire qui est Martin Hirsch. Il y a un haut commissaire, il n'est pas ministre. Il est haut commissaire parce qu'il n'a pas voulu. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même quelque chose à faire. Oui, mais de toute façon, pendant mon quinquennat, à la fin, il n'y aura plus un seul clochard qui couchera dans la rue. Voilà. Je l'ai dit, je l'ai promis, je le ferai. On les verra plus. On les verra plus. Ils sont cachés. Ils sont tous morts de froid. Non, mais je pense, peut-être que j'ai complètement tort de parler de ça, mais ça me bouleverse un tout petit peu quand même de penser qu'il y a énormément de gens, et avec ce temps, qui sont d'où ils viennent, quelles les origines, quelles tout, je m'en fous. Je vois simplement des gens qui souffrent, qui crèvent, qui espèrent, qui aspirent, et tout ça. Et pour les jeunes, c'est capital aujourd'hui qu'on prenne conscience. Je veux pas moraliser parce que non, mais pour tout. Voilà, on est dans la rigolade. Hein. Ouais, quand Jean-Claude Brialy, qu'on adorait tous. Oui. Surtout la manière dont je l'ai connu est tellement hallucinante que ça peut paraître pas dans le théâtre. Et à la fin, lorsqu'il nous a quittés, j'ai été voir, j'allais faire un adieu à lui. Alors on l'a emmené donc au cimetière. J'y étais avec Jean-Paul Belmondo. Et puis, il y avait cette fosse et on était un peu bouleversés. Et alors, il y a un gars qui m'attrape par la manche et qui me fait « Mais faut pas vous mettre dans cet état !» Mais j'ai dit « En quoi ça vous regarde ?»« Mais non, mais moi je vous vois, mais c'est jamais qu'une répétition. Ce qui est emmerdant dans la mort, c'est que c'est pour la vie. » mais il parlait bien, hein. Oui. Il méritait d'être connu, hein. Et on retrouve les grosses têtes de Philippe Bouvard, la suite jusqu'à 18h sur RTL. Robert Hossein est l'invité d'honneur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de quadragénaires ou de quinquagénaires qui se prénomment Geoffrey? Non, mais... Parce que le prénom, après votre interprétation d'Angélique, était devenu à la mode, hein. On peut raconter une anecdote là-dessus? Que ça, plutôt... Alors, on est à Saint-Tropez. Plutôt l'anecdote que la prière, soit dit en passant. Alors, entendu, on est à Saint-Tropez, avec des amis, et je vois arriver, et je vous jure que c'est vrai, une dame d'un certain âge, et qui me dit, « Monsieur, s'il vous plaît. » J'ai dit, « Vous voulez un autographe, madame ?»« Non. Je voudrais que vous veniez avec moi sur mon bateau. » J'ai dit, « Mais madame, je suis avec des amis sur le port. Je peux pas y aller parce que vous voyez, je suis occupé. Je vous le demande. Regardez, mais où il est votre bateau ?» Elle me tend la main, c'est un paquebot.
Je suis avec les cheminées et tout. Je dis, non, mais enfin, ben, il est très beau, il fait au moins 80 mètres de long. Je dis, mais madame, magnifique, je vous félicite, mais je peux pas quitter mes amis. Eh, vous êtes un ingrat. Comment? Vous êtes un ingrat. Je dis, mais pourquoi, madame? Mais regardez, je vois marqué sur le bateau Geoffrey, le titre du bateau. Alors j'ai dit, vous avez raison. Et à ce moment-là, je vois arriver une gamine de 15 ans et qui me dit, ému, un autographe, s'il vous plaît. Et moi, très fier qu'à 100 ans, il y a encore une gamine de 15 ans qui me demande un autographe. Je lui dis, comment tu t'appelles? C'est pas pour moi, c'est pour ma grand-mère qui vous a beaucoup aimé dans la marquise. Alors je lui ai écrit, je me croyais un aigle et je ne suis même plus un corbeau. Tu m'as donné ça. Dites, c'était la belle époque où, à la porte de votre loge, il y avait des dames. Bon, il y en a toujours, mais à cette époque-là, elles étaient moins frileuses. Parfois, elles étaient nues sous leur manteau. Comment le savez-vous? Ah ben, la police des mœurs, hein. Vous pensez? Oui, après la marquise des Anges, de temps en temps, on avait une surprise. Et ce qui était sympathique, c'est quand ma femme pouvait l'être. Il était 2h du matin, on sonnait à la porte, on ouvrait, ça m'est arrivé, et j'ai vu tout à coup des jeunes femmes tout à fait charmantes, merveilleuses, sympathiques, nues sous leur manteau de fourrure. Je dis, pourquoi vous avez pris froid, vous voulez boire un café? Et c'est ma femme qui les recevait en disant, mais mesdames, vous vous êtes trompées d'adresse. Oui, ça, le fait d'offrir un café à une femme nue, c'est quand même une invitation. Hein. Vous n'étiez pas insensible à leur charme. Non, non, mais c'est mystérieux, car j'avais refusé de faire le film après avoir fait Le Repos du guerrier avec Brigitte Bardot. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va me faire faire? Un bossu, tordu, boiteux. Et puis, voilà, je l'ai fait. Mais non seulement il y a eu toute une génération d'enfants qui s'appelait Geoffrey, mais en plus, les femmes demandaient aux médecins accoucheurs de leur casser une jambe pour qu'ils boitent. Et une cicatrice. Ah, mais maintenant, je boite naturellement. Ouais. Oui. La cicatrice a disparu. Hein. Oui. Vous auriez dû vous en faire une... À l'opinel, comme ça. Oui. Oui. Maquillage permanent. Un beau souvenir. Non, mais je suis un peu ému, je plaisante, là, mais quand je vois Monsieur Bouvard... je me souviens de lui quand même, je m'excuse, peut-être que je me trompe, qui était dans votre jeunesse un peu du côté de Saint-Germain-des-Prés, non? Vous l'avez connu petit, vous aussi? Oui. 300 €, la question piège envoyée à Philippe Bouvard et à ses grosses têtes. Si bien sûr les grosses têtes de Philippe Bouvard ne trouvent pas la solution, eh bien les 300 € filent directement dans votre porte-monnaie. Pour réceptionner justement votre question, nous les attendons au 22 rue Bayard à Paris, dans le 8e. Philippe Bouvard, les grosses têtes. Question de Monsieur Moza. Dans la superstition théâtrale britannique, que doit-on dire à la place de l'expression bonne chance? Break a leg. Break your leg. Break a leg. Break your leg. Casse-toi une jambe. Casse-toi une jambe. C'est exactement ça. Bonne réponse de Logérias et de Balutin. Vous savez ce qu'on dit en Italie? Bonne chance, on dit merde. Mais pourquoi casse-toi une jambe? C'est aussi con que les Italiens qui disent une bocca del lupo dans la bouche du loup, dans la gueule du loup. Une bocca et del en lupo. Russie, ils disent, je sais plus quoi, on nous l'a dit l'autre jour aux grosses têtes, mais je me rappelle plus. En Russie, ils disent Nebre svovochpoya, ça veut dire magne-toi de jouer, on va bouffer après, j'ai faim. Alors, naturellement, on ne peut pas parler de Seznec sans penser à la Bretagne. Hein? La première a lieu pour la Bretagne le 26 janvier. C'est normal. Toute la Bretagne, j'ai demandé bien sûr. Il y aura des places à 10 €. Et il y avait... pour les Bretons de moins de 25 ans. Chouchet dans l'entracte. Ceux-là sont très chers. Sachant qu'on parlerait de la Bretagne, nous avons retrouvé dans les archives sonores des grosses têtes une description de la parade amoureuse bretonne telle que l'avaient imaginée Jean-Yann et Olivier de Kersauzon. Nous ne sommes pas des animaux, Olivier. Je refuse absolument ce que vous venez de dire. C'est pas parce qu'on est d'origine bretonne que vous allez nous vexer en nous traitant d'animaux. Voilà. C'est vrai, on commence debout. Parce qu'on commence pendant la danse, nous, déjà. Voilà. La danse qui s'appelle la bourrée. Puis après, peu à peu, évidemment, on continue, et alors la chienne hurle, ses feulements remplissent la salle, et on lui met la main sur la bouche, et on la couche. Voilà. Et pendant des minutes et des minutes... Et pendant 11 jours. Pendant 11 jours. On est ravitaillé par des amis qui viennent, qui mettent des trucs, des fois, on change de main, on prend un peu de nourriture, et on continue.
C'est normal. Et parfois, on le fait sans manger, mais à ce moment-là, on s'arrête au bout de 9 jours. Alors, deux Bretons qui avaient pris quelques libertés avec la tradition bretonne, quand même. Ouais. Oui. Question de Madame Romer. Avant 1789, quelles étaient les 5 façons pour appliquer la peine de mort? La roue, l'écartèlement. Alors, attendez, il y y avait la roue, il y avait l'écartèlement, la pendaison, Le pâle. Le bouillante. Non. le bûcher, le feu. Le bûcher, oui. Alors, le bûcher feu, de la Villette, potence, la roue, l'écartèlement et... La décapitation, la décollement. Le décollement. Eh bien, écoutez, c'est une bonne réponse collégiale. Et j'ajouterai masculine, parce que nous sommes entre nous aujourd'hui. Mais voyez, s'il y avait encore des exécutions capitales comme ça, si ce serait pas beaucoup mieux que la télé-réalité. Mais ça fait du spectacle. Attendez, ça aurait lieu en place publique. Mais bien sûr. Alors, tôt le matin. peut-être ouvert à tout le monde. Mais bien Peut-être sûr. que les premiers rangs paieraient 10 €. Mais Mais on emmènerait les enfants plutôt que de leur raconter des conneries à l'école. Avec l'écartèlement, on pourrait miser sur les chevaux et puis le premier membre qui se bat. Attendez, l'écartèlement, on le ferait à Longchamp ou à Vincennes. Bien sûr. On pourrait parier. Oui. Le pâle, un supplice qui commence si bien et qui se termine si mal. C'est bien. Question de Monsieur Levasseur. En 1944, Pablo Picasso a créé un spectacle avec Jean-Paul Sartre et Michel Léris. Quel en était le titre? Le désir attrapé par la queue. Le désir attrapé par la queue. Bonne réponse de Logérias. Un petit bain de bouche. Voilà, ça fait mieux, ça fait mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous reprochez aux caleçons? Aux caleçons? Oui. C'est qu'ils sont longs. Ah ben, il y a des caleçons courts. Oui, Il depuis y a longtemps. des boxers shorts même. Non. J'ai pris de mauvaises habitudes. Je mets des slips. T'inquiète pas, moi aussi. Il n'y a pas de honte, hein. Je te rassure, j'en mets aussi. Donc, tu vois, t'es pas seul. Moi, j'ai Et Perroni, il en a des noirs. Non, mais puis non, j'en ai des slips kangourous, moi, parce que j'en ai une grosse de queue. Et moi, je mets des slips kangourous aussi, parce que j'ai été publié dans le livre de poche. C'est joli. Cela dit, quand on a joué la pièce, j'avais 18 ans, de Jean Genet, création, haute surveillance, on faisait 3 voyous enfermés dans une cellule, on avait des pantalons de bagnard collants, tout ça, et il me disait, mais vous impressionnez personne tel que vous êtes là. Je vous ai mis des pantalons collants pour qu'il se passe quelque chose. Il nous avait fait mettre 3 à 4 paires de chaussettes à l'intérieur. Pour comparer, c'est énorme. Ce jeune. Ce qui est bizarre, vous n'avez pas demandé de jouer en string. Philippe Bouvard est avec Jean-Jacques Perroni, Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier, Éric Logérias et leur invité d'honneur, Robert Hossein. Alors, vous qui vous intéressez au sport, est-ce que le nom de l'Australienne Rawlinson vous dit quelque chose? Oui, c'est la jeune femme qu'on a cru que c'était un mec. Alors, on a cru que c'était un mec. Exactement. On a dit que c'était plus un mec. Alors, situons-la sportivement. oui, elle est quand même championne du monde du 400 mètres. 400, oui. C'est pas mal quand même. Oui. Bon. Et les Rolling Stones, c'était même 5 mecs. Hein. Oui. Donc, elle saute très haut. Oui. Enfin, 1m10, hein, Philippe. Alors, elle sera platouf, dis donc, si elle fait comme ça. Le fait que vous la compariez à un mec, elle était au courant déjà, et vous n'étiez pas le seul à faire cette comparaison, puisqu'elle avait décidé de changer un peu son physique. Pour faire oublier ses bras musclés, ses épaules trop larges. Non, elle n'en a pas, sinon elle s'accroche dans les bars. Elle a tablettes de chocolat, elle a des tablettes de chocolat là. Alors, elle s'était fait faire des implants mammaires. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça, on peut le faire tous. Parce qu'elle pensait que ça améliorerait sa vie privée et que les hommes la verraient d'un autre œil. Oui. Et aujourd'hui, parce que elle est candidate à améliorer son record olympique, elle est gênée. Elle sacrifie sa vie privée à sa réussite professionnelle. Elle se fait retirer des implants mammaires. Parce que ça la gêne, ça lui rajoute du poids. Non, mais regardez ma mère à l'hélium, ça la rend plus légère. Qu'est-ce qu'on appelle un implant mammaire? C'est une moustache verte? Non, mais il fallait choisir entre la rapidité
et la séduction. Mais je crois que c'est un petit peu ce qu'avait fait le problème de Laure Manodou, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle s'en était fait mettre il y a pas longtemps et ça freinait un petit peu la progression dans l'eau. Vous pourriez être plus galant que de dire qu'elle s'en est fait mettre. Écoute, la guérite est bombée. Non, mais d'un seul coup, sur les photos, elle avait pris une poitrine incroyable. Les sœurs Williams aussi. Parce que quand tu les as, tu peux les faire retirer. Quand tu les as, tu peux les faire retirer. Mais forcément, puisque c'est des pochettes en plastique. Oui. Si on te fait des pochettes, si tu veux que je te fasse grossir les. Oui. Je te le fais demain matin. On te met des pladiens en plastique. Ce sont des implants couillères. Voilà. Mais on fait pas ça, nous. Tiens, je t'en mets, tiens, je te les retire. J'ai déjà joué. C'est-à-dire qu'on vous les pose, mais avec des boutons pression. C'est ça, oui. Faudrait même mieux avec une petite valve et de la pression directement dedans. On les gonfle, on les dégonfle, on les gonfle. J'ai déjà joué une fois avec un petit implant de couille. Et c'est vrai que ça se pose, vous savez, pour les gens qui n'en ont qu'une et qui veulent en avoir deux, ça se pose. C'est la même matière que les seins. C'est très rigolo, c'est indestructible. On peut le faire. On peut taper dessus, on peut le tourner, on peut ça ne se perce pas, c'est fabuleux. On peut le faire pour ceux qui en veulent 3. On peut s'en mettre une douzaine. Tu peux mettre ce que tu veux. Alors, un chapelet de couilles. Tu peux t'en mettre sous le bras si tu veux te les gratter comme ça tranquillement. Toi qui fais un complexe énorme. Oh, dis donc, chérie, je crois que t'as un abcès sous le bras. Mais non, c'est des couilles, idiote. Et quand tu vas jouer au bout, là, on a oublié le cochonnet. Attends, j'ai une couille de rat, mais ça rebondit. Puisqu'on est dans ce genre-là, vous savez, pour les gynécologues, pour les jeunes filles encore vierges, ils les mettent sous un matricule. C'est le 6973. Parce que si c'est 9, c'était 3. Elle est belle. Elle est jolie. Il y a comme humour anatomique. Hein. Je vous rappelle que le prochain enregistrement des grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est quand ? C'est après-demain, c'est mercredi à 9h30 au grand studio de RTL. Et puis les invités d'honneur seront Frédéric Zetoun pour parler de son livre Si les chansons m'étaient comptées et Marc Lambron pour un livre Théorie du chiffon. Rendez-vous mercredi à 9h30. Alors, il se passe des choses curieuses en Grande-Bretagne. Et naturellement, quand on pense à la Grande-Bretagne, on évoque un de nos plus récents et plus remarquables invités d'honneur, Marc Roche, qui est le journaliste francophone qui connaît sans doute le mieux Buckingham Palace et ses autres royaux. Bonjour Marc Roche. Bonjour Philippe. Alors on se souvient que vous étiez venu nous parler en avril dernier du ménage à trois, hein ? C'était déjà la famille royale. Or, la famille royale, on en parle de nouveau parce que, on s'aperçoit, après le limogeage d'un DJ britannique, que le crime de lèse-majesté existe toujours. D'abord, le crime de lèse-majesté existe, mais il n'était jamais appliqué. Et ce pauvre disc-jockey... Qu'est-ce qu'il avait dit alors ? Écoutez, il avait dit, il faut pas écouter en gros cette vieille tarte, on va mettre un disque bien plus agréable. Et bien sûr, il n'a pas du tout jaugé l'état de l'opinion publique qui est très attachée à la reine, plus que jamais, puisque c'est la dernière institution qui reste. La City, il y a tous les scandales de la crise et des bonus, l'église anglicane des prêtres homosexuels, la politique, les notes de frais, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui reste ? C'est vrai qu'il n'y a rien de sexuel dans l'amour qu'on peut porter à la reine aujourd'hui, hein ? Écoutez, je ne sais pas, parce que avec les Britanniques, vous savez, Philippe, il y a un attachement à la reine qui est un peu sensuel. On aime les moches. Un archéologue. Si la Queen n'est pas, je lui mets un petit coup dans le béret. Comme ça. C'est elle, la vieille tarte, alors ? Oui. Autant. Donc, on ne pourrait pas faire les grosses têtes irrévérencieuses sur ce sujet sur une antenne britannique. Absolument pas. Il y a une espèce d'entente entre tous les producteurs et les chaînes de télévision pour ne jamais attaquer la reine. Les autres membres de la famille royale, c'est différent, on les attaque tout le temps, mais jamais la reine. C'est le symbole de l'État. Elle a eu aussi une conduite absolument exemplaire pendant son règne, très long. Et aussi, vous savez, le discours de la reine est très important parce que ça vient après une émission de variété qui s'appelle Top of the Pops et avant le film Le jour de Noël. Et puis, c'est le seul discours qu'elle écrit de sa main où il n'y a pas de ministre. Et donc, on est toujours passionné par ce qu'elle va dire. Et elle a parlé... Attendez, on avait dit que c'était le Premier ministre qui lui écrivait le discours du trône. Le discours du trône, qui est le programme gouvernemental, c'est le Premier ministre. Mais là, le discours de Noël, c'est elle qui l'écrit. D'où le ton mièvre et un peu réactionnaire et un peu maîtresse d'école.
Ouais, elle raconte pas beaucoup de blagues, hein. Ah non, elle n'est pas. Pas très marrant, C'est pas une comique. Hein. C'est pas le genre. Elle marcherait pas. Hein. Alors, cher Marc Roche, puisque je vous tiens, comme disait Loana à Charles-Édouard, il y a autre chose qui met la famille royale au firmament de l'actualité. Il y a la renégociation de la liste civile royale. Ah oui. La famille royale est pingre. Moi, chaque fois que j'allais à Buckingham, je recevais une demi-tasse de thé et un vieux biscuit, parce que ce sont des gens très proches de leur sous. La reine est très riche. En son nom personnel, je ne parle même pas de l'État, mais en son nom personnel, elle a des chevaux, elle a 2 châteaux, elle a une belle collection de tableaux. D'ailleurs, sur cette richesse, on n'est pas d'accord. Les uns disent, elle a quelques centaines de millions d'euros, les autres parlent de milliards. Non, mais écoutez, il faut bien diviser ce qui appartient à l'État, Buckingham Palace, Windsor, la collection de tableaux officiels, les bijoux de la couronne, ça c'est l'État, ça lui appartient pas. Mais elle a en plus, en tant que personne, elle a un beau portefeuille d'actions et on estime, elle est, je crois, la 250e fortune britannique. Wow, c'est pas énorme, hein. Attendez, c'est pas la première. Attendez, derrière Harry Potter. Elle est loin derrière Paul McCartney. Oui, elle est loin derrière J.K. Rowling, Abramovich. Elle est loin derrière, mais enfin elle est confortable, et comme tous les gens confortables de la haute aristocratie britannique, elle est très proche de ses sous. Madame Thatcher aussi l'était, d'ailleurs, les archives ont montré qu'elle payait avec retard ses fournisseurs et qu'elle laissait le forain. Elle a toujours eu du retard. Attendez, Madame Thatcher était fille d'épicier, hein. Absolument, et elle rappelait très souvent aux Britanniques, d'ailleurs, ne dépensez pas plus que vous gagnez, et surtout ne payez pas vos fournisseurs. Puis jamais un sou dépensé pour la chirurgie esthétique, c'est pour ça qu'on l'appelait Thatcher. C'est pas elle qui aurait payé les vaccins. Hein. Et donc, la reine demande une petite augmentation qui lui sera peut-être accordée, d'autant qu'elle ne coûte pas cher à chaque citoyen. Hein. Non, elle ne coûte pas très cher parce que malgré la liste civile, qui ne couvre d'ailleurs qu'elle et son mari, puisque la reine-mère est morte, le reste, c'est elle qui paye tous ses enfants pour qu'ils exercent leur fonction officielle. Puis vous savez, on l'a encore vu à Noël, le nombre de touristes devant Buckingham Palace, notamment français. Je crois que les Français ont un problème avec le régicide, vous savez. Ils adorent la monarchie. Il y en avait plein. Oui, mais enfin, ils ne payent rien, ceux qui sont devant Buckingham, alors que Buckingham, ça coûte très cher. Oui, mais vous voyez, ils voient... On pourrait les faire payer 10 euros. Oui, symboliquement. S'ils ont moins de 25 ans. Symboliquement. Ça coûte 69 pence par an. 69 pence, même pas une livre. Oh. Mais vous savez, les touristes qui vont à Buckingham Palace, ils se gèlent. Donc après, ils vont à Rhodes prendre un café chaud, ils dépensent de l'argent, et ils sont tellement heureux, puis c'est l'image de l'Angleterre. Sans la reine, moi je n'aurais plus de travail, et sans la reine, l'Angleterre ne serait pas l'Angleterre. Est-ce que c'est pas une injustice que le prince Charles, qui est quand même l'héritier de la couronne, n'ait pas de liste civile? Mais écoutez, il a une liste civile bis, c'est-à-dire qu'il a le duché de Cornouailles, qui lui rapporte 12 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 10 millions d'euros, disons, par an, sur lequel il vit, et il vit sur un grand pied. Lui. Oui, mais il a une vieille femme à charge. Oui, et puis et elle a des grands pieds. Quand il faut la referrer, c'est dur, hein, ça coûte du pognon. Il vit sur un grand pied et de grandes oreilles. C'est pareil, en chirurgie esthétique, elle coûte pas cher non plus. Hein. Merci Marc Roche, merci beaucoup. À 18h, RTL Soir avec Christophe Ondelat et Christelle Rebière et l'invité d'RTL Soir, Thierry Lhermitte. En attendant, c'est la fin des grosses têtes pour aujourd'hui. Philippe Bouvard est avec Jean-Jacques Perroni, Sébastien Coé, Jacques Balutin, Philippe Chevalier, Éric Logérias et leur invité d'honneur Robert Hossein pour le spectacle L'affaire Seznac. La honte de l'invité d'honneur. C'était avant que vous soyez nommé directeur de la Maison de la Culture à Reims. Le soir même, la nuit, il y avait un conseil d'administration de la ville de Reims. Le maire avait été très très sympa, c'était Tétinger à l'époque, champagne et tout, très sympa. Et on m'a dit, vous devez passer un examen devant le conseil d'administration parce que vous avez fait les marquises des anges et vous venez soudain vous enterrer tout à coup à Reims, dans la Maison de la Culture, même si elle s'appelle André Malraux, et vous venez là, et il paraît que vous voulez ouvrir une école, que vous voulez avoir une troupe, que vous débauchez un peu les Weber, tout ça, des conservatoires, Huster et autres, admirables comédiens. Et alors,
on va vous inviter à dîner pour savoir si on vous accepte ou pas, parce qu'on trouve pas ça normal. Que tout à coup quelqu'un dit cinéma, vedette, tout ça, vous venez pour combien de temps et tout. Alors, on est autour de la table, on nous sert le potage, merveilleux, très bon, et tout le monde mange en disant, alors, on vote, alors on me pose des questions, je réponds, et les gars, maintenant on va voter, pour ou contre. Et on trouvait pas ça normal. Alors, je vois les mains qui se lèvent, là, et alors j'osais pas manger ma soupe. Comme tout le monde avait mangé, et je me suis excusé en leur disant, vous permettez, j'ai remis la soupe dans la soupière, en disant, je l'aime chaude, moi aussi, j'attends. Il lève les mains, et tout à coup, je vous raconte pas d'histoire, je jure que c'est vrai, il manque une voix. C'est-à-dire qu'il y avait une voix d'une personne, d'un des administrateurs qui n'était pas là. Il n'a pas pu venir. Alors, on lui dit, mais écoutez, c'est pas logique, il manque une voix, il faut lui téléphoner. Alors, ils font le téléphone, et on entend simplement, oui. Eh bien, il a dit oui, et puis on ne sait même pas de quoi on parle, et je suis passé à une voix, voilà. Comme ça est fait exactement. La dernière citation émane de M. Grolet, qui a dit « La police, c'est comme la Sainte Vierge, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. » Michel Audiard. Michel Audiard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et c'est Éric Logérias qui va raconter l'histoire du jour envoyée par Madame Blondel de l'Union. Un catholique pratiquant se vante auprès d'un ami d'observer à la lettre les 10 commandements que Dieu a dictés à Moïse. Tiens, lorsque mes parents viennent chez moi, ils les installent toujours dans la pièce la plus froide de la maison. Bah attends, Dieu n'a jamais dit qu'il fallait installer ses parents dans la pièce la plus froide de la maison, ça va pas ta tête? Attends, je suis désolé mon ami. Mais monsieur le curé nous l'a encore lu dimanche à l'office, et c'est on ne peut plus clair. Honore ton père et ta mère. Une histoire pieuse et correcte à votre intention. Merci, cher Robert Hossein, d'être venu parler de l'affaire Seznec, qui va faire les beaux soirs du Théâtre de Paris, un des plus grands de la capitale, près de 2000 places. Très beau théâtre. Très beau théâtre. 1200 places. Vaste, 1200. 1200. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Et 26 comédiens sur la scène. Ouais. Mais il faudra garder quand même quelques places pour les témoins, même si vous jouez à bureau fermé, qu'ils puissent assister ensuite à la représentation. Merci, bravo, à demain.